Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. L'affaire Catherine Gardère. Un soir d'octobre 2014, à Échillais, en Charente-Maritime. Jean-François Gardère est inquiet. Sa femme, Catherine, est partie faire un jogging et elle n'est toujours pas rentrée. La nuit passe et toujours rien. Alors, dès le lendemain matin, des bénévoles ratissent les environs pour tenter de la retrouver. Son corps est découvert à quelques kilomètres de chez elle, à moitié dénudée. Elle a été violée et battue à mort. Dans la petite commune d'à peine 3000 habitants, c'est le choc. Que s'est-il passé? Catherine a-t-elle été victime d'un prédateur de passage? Ou bien le tueur est-il l'un des habitants du village? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Gendarmerie d'Oléron, en Charente-Maritime, mi-novembre 2014. Un jeune homme âgé de 22 ans se présente à une convocation. Il fait l'objet d'une plainte pour coups et blessures déposée par son ex-petite amie. Lors de ses auditions, il reconnaît les faits et accepte que les enquêteurs prélèvent son ADN. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais ce prélèvement de routine est sur le point de relancer de façon spectaculaire une affaire criminelle qui sème la psychose dans toute cette région. Tout commence à Échillais, en Charente-Maritime. Cette petite commune est proche de la ville portuaire de Rochefort. On est dans une région qui est quand même relativement calme, au bord de mer. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. On est au sud de Rochefort, c'est, on va dire, une petite banlieue un peu chic de Rochefort, voilà. On est relié à Rochefort par ce superbe monument qu'est le Transborder. Michel Gaillot, ancien maire d'Échillais. C'est une petite ville de plus de 3500 habitants aujourd'hui, où, très franchement, il fait bon vivre. C'est ici, à Échillais, que la famille Gardère vit depuis toujours. Jean-François et Catherine forment un couple très uni, avec 2 grands-enfants. Donc il y a Jean-François le père, il y a les 2 filles et la mère. Tout le monde vit dans une maison assez cossue, confortable. On leur connaît pas d'histoire. C'est une famille discrète, une famille de bonne compagnie. Ce sont des gens bien, les Gardère. Catherine Gardère est âgée de 51 ans. Une mère de famille aimante et très soucieuse du bien-être des siens. En particulier d'Emma, sa cadette, et de Clotilde, sa fille aînée. C'est quelqu'un qui est très souriant. Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. Qui nous a toujours aidés à faire ce qu'on voulait faire, qui prend beaucoup de place dans notre vie. Voilà plusieurs années que Catherine Gardère travaille non loin d'Échillais, dans un laboratoire d'analyse médicale. Sa joie de vivre fait l'unanimité chez ses collègues. Catherine, c'est la collègue anti-morosité. Evelyne Pellerin, amie de Catherine. Parce que toujours le sourire. Toujours le sourire. Catherine est quelqu'un de joyeux. Nous sommes toujours prêtes à avoir des bons fous rires. Dominique Torrent-Boiron, amie de Catherine. Elle aime le contact, donc tout le monde l'aime beaucoup, oui. Catherine Gardère, une femme connue et appréciée de tous. À Échillais, on la croise souvent en train de s'adonner à son activité favorite.
Catherine Gardère, c'est une cinquantenaire qui porte bout. C'est une belle femme qui fait très attention à son corps, à son apparence. Et c'est vrai qu'elle pratique pas mal le sport, notamment la marche nordique, ce qui est un sport assez complet. C'était une de ses seules activités personnelles. Tout le reste, c'était pour les autres. Elle s'occupait beaucoup des autres. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. Elle a une vie, oui, qu'on peut qualifier de parfaite, en tout cas très dynamique et dans le don de soi. Une famille très soudée, un travail qui la comble, une existence aussi discrète qu'harmonieuse. Tout paraît sourire à Catherine Gardère. Jusqu'au jeudi 2 octobre 2014. Il est 18h30 ce jour-là. Jean-François, le mari de Catherine, se gare devant leur maison d'Échillé. Monsieur Gardère rentre comme tous les soirs donc à son domicile et il constate que son épouse n'est pas là. Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Il constate que ses chaussures ne sont pas là, que les bâtons de marche ne sont pas là. Il en déduit fort légitimement qu'elle est partie faire une marche nordique comme ils ont l'habitude de le faire. Mais à mesure que les minutes passent, Jean-François commence à s'impatienter. Catherine, sa femme, a pour habitude de rentrer avant 18h. Il appelle son téléphone portable parce qu'il sait qu'elle part toujours avec son téléphone portable, justement par précaution. Et ce téléphone portable ne décroche pas. Personne au bout du fil. Le temps passe, et c'est là où la surprise va céder le pas à l'inquiétude. Alors c'est mon père qui m'appelle le jeudi soir, vers 19h30, en me disant qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Donc je me dis qu'il y a un problème. Après, quoi, j'en sais rien, j'espère que c'est pas grave, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Il est 19h30. Voilà 1 heure maintenant que Jean-François se demande où est son épouse. Je crois que c'est sur les coups de 20h qu'il se rend à la gendarmerie de Saint-Aignan pour indiquer qu'il était étonné que sa femme ne rentrait pas. La disparition de Catherine est immédiatement prise au sérieux par la gendarmerie. Et là, les gendarmes de la brigade de Saint-Aignan et de la compagnie de Rochefort déclenchent les recherches. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Ce qui est normal, puisque voilà, elle a disparu, il faut la retrouver le plus rapidement possible. La marcheuse aurait-elle été victime d'un malaise ? Route de campagne, forêts environnantes, les gendarmes commencent à passer le secteur d'Échillé au peigne fin. Il y a une brigade nautique, il y a également une brigade cynophile. Il y a un dispositif mis en place qui est absolument énorme, ce qui prouve vraiment que la disparition a un caractère très inquiétant. « 3 octobre 2014, 8h du matin. La nuit s'est écoulée et toujours aucune trace de Catherine Gardère. Alors que l'enquête de voisinage démarre, la population, elle, s'interroge. J'ai commencé moi aussi très sérieusement à m'inquiéter. Michel Gaillot, ancien maire d'Échillé. Et à me demander pourquoi cette voisine n'était pas rentrée de cette sortie sportive. Elle n'avait aucune raison de fuguer, évidemment, de partir. On a des raisons légitimes d'être inquiet et de penser qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Il n'y a pas non plus le moindre signe d'elle dans les hôpitaux de la région. Reste à contacter un par un tous les membres de sa famille, ainsi que ses collègues du laboratoire. Et en effet, le lendemain matin, elle n'était pas là au travail. Là, par contre, j'ai eu un peu froid dans le dos. J'ai dit, si elle a été empêchée de ça, c'est que c'est très grave. Mon père m'a appelé, j'attendais qu'il me tienne au courant de ce qui se passait. Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. Du
du coup, n'ayant pas de nouvelles le lendemain matin, moi je suis partie en voiture et je suis rentrée à Échillé. Clotilde Gardère, qui fait ses études à Toulouse, prend alors la route. Famille, amis, relations. Par le bouche à oreille, la nouvelle de la disparition de Catherine fait le tour d'Échillé. De nombreux habitants viennent prêter main forte aux enquêteurs et de nouvelles battues sont organisées. Donc les gendarmes ont été épaulés par une population active qui voulait savoir ce qui s'est passé. Il y a un véritable élan de solidarité qui se met en place de façon très spontanée. C'est vrai qu'il y a eu, de la part des habitants d'Échillé, une réaction absolument remarquable. Voilà plus de 12 heures que Catherine Gardère a disparu. Grâce à la population de la région, les recherches s'étendent partout autour de la commune. Sans résultat. Mais en fin de matinée, tout s'accélère. Au début, c'est un bénévole qui trouve les premières traces dans un chemin blanc où il est effectivement étonné de constater qu'il y a une flaque de sang, avec ensuite des traces de traction sur le sol qui démontrent que quelque chose a été bougé, qui a été tiré. D'importantes traces de sang à même le sol. Ce bénévole alerte aussitôt les gendarmes et très vite, il tombe sur un autre indice, un peu plus loin, en lisière de forêt. Aucune confusion possible. Ce sont les lunettes de Catherine Gardère. Et là, ils se sont mis à rechercher un petit peu autour de ces lunettes. Ils sont rentrés dans le bois du Chai, ils ont découvert Madame Gardère qui était appuyée sur un arbre, à moitié dévêtue. Puis le corps était partiellement enfoui sous des feuilles, maculé de sang, donc c'était quelque chose qui était assez dur. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. Et sans rentrer dans les détails, mais c'était quand même atroce. Catherine Gardère ne respire plus. Son visage et son corps sont affreusement tuméfiés. La scène insoutenable que les gendarmes découvrent au pied de cet arbre ne laisse guère de place au doute. Il y a des flaques de sang partout. Et évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas une mort naturelle. Au vu des constatations, il n'y a aucun doute, il s'agit d'un meurtre. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un crime absolument horrible. Une enquête judiciaire est immédiatement ouverte et confiée aux gendarmes. Catherine Gardère est presque méconnaissable. Elle porte à plusieurs endroits de très violentes traces de coups. Quant au mobile de ce crime, les enquêteurs doivent très vite se rendre à l'évidence. Vu comme on la découvre... Philippe Le Gall, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Elle est allongée sur le dos, toute la partie du bas est dévêtue. Le soutien-gorge est remonté au-dessus de la poitrine. Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Tout de suite, on pense à une agression sexuelle. Sans que les investigations aient encore pu donner le résultat, bien sûr. Mais on pense immédiatement à ça. Un crime à caractère sexuel. D'un seul coup, pour la gendarmerie, l'affaire prend une autre tournure. Pas question de laisser tomber le moindre indice ou le moindre détail au hasard. Toute la scène de crime, donc tous les alentours sont gelés, donc l'accès au chemin et au bois est bouclé. Les techniciens font un cheminement, donc ils partent du chemin jusqu'au corps. Leur premier travail, c'est de prendre les photos, de prendre des mesures. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers.
Et puis de faire différents prélèvements. Alors on prélève tout ce qui peut être indices, traces, style mégot, canettes de bière. On met sous scellé pour les envoyer à l'analyse. Pendant que la police scientifique ratisse les lieux, la famille de Catherine Gardère est prévenue. Lorsque la nouvelle tombe, Clotilde, sa fille, vient tout juste de rejoindre le domicile familial. Mon père est arrivé, je ne sais plus quelle heure il était, il devait être 14h. Et j'ai vu sur la tête de mon père qu'on l'avait retrouvé. J'avais rarement vu mon père pleurer aussi, donc évidemment, on se demande... Enfin, on ne sait plus où on est, quoi. Moi, je savais plus où j'étais, je comprenais pas ce qui s'était passé. Je me suis dit que là, c'était la fin de quelque chose, quoi. Pour Emma et Clotilde, les filles de Catherine, pour son mari Jean-François, le choc est terrible. Du jour au lendemain, la mort de cette mère de famille laisse un vide vertigineux. Elle prenait beaucoup de place dans toutes nos vies, donc du coup, d'un coup, en fait, il n'y a plus personne. Il n'y a pas eu de fin pour nous, en fait. Moi, je l'avais vue 3 jours avant. Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. J'ai l'impression qu'elle est juste partie. Donc ça, déjà, c'est difficile de se mettre en tête qu'elle ne reviendra pas. Et il a fallu réapprendre à vivre différemment. L'émotion gagne également les habitants d'Échillais. Voisins, amis, collègues de travail de Catherine, tous sont horrifiés par les circonstances du crime. On a eu tous les détails, forcément. C'est un acharnement. Evelyne Pellerin, amie de Catherine. C'est un monstre qui se défoule complètement sur un pantin, en fait. Voilà. Je peux pas imaginer. C'est au-dessus de mes forces, ça. Dominique Torrent-Boiron, amie de Catherine. Pour moi, c'est un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Imaginez ce que ça représentait comme horreur. Michel Gaillot, ancien maire d'Échillais. D'apprendre qu'une habitante de son village avait été assassinée dans les bois que l'on connaît et qui sont plutôt des lieux ici de bonheur et de plaisir. Une mère de famille sauvagement assassinée, une petite ville traumatisée. Alors que la population cherche à comprendre, les enquêteurs, eux, misent beaucoup sur l'autopsie de la victime. Le médecin légiste conclut à une mort suite à des coups violents portés sur tout le corps, notamment au niveau de la tête. Son visage est tuméfié. Très vite, le médecin légiste constate aussi que ses côtes sont cassées. Elle a été l'objet d'une haine et d'une violence incroyable. L'examen médico-légal confirme l'extrême barbarie de ce crime. Catherine Gardère a été victime d'une avalanche de coups portés à main nue avant de succomber à un traumatisme crânien. Quant aux motivations du ou des meurtriers, les gendarmes avaient vu juste. Les prélèvements qui ont été faits au cours d'autopsie ont permis de découvrir des traces de sperme. Et ce qui faisait guère de doute, au regard de la scène de crime, va être confirmé par les prélèvements. Catherine a été violée. L'autopsie réserve cependant une surprise aux enquêteurs. Le médecin légiste leur livre un élément nouveau qui va se révéler de la plus haute importance. Il parvient à isoler un profil génétique. Le premier réflexe des enquêteurs est bien évidemment de le confronter au fichier, et malheureusement, ça ne matche pas, comme on dit dans le jargon policier. On ne sait pas à qui appartient cet ADN.
Un ADN inconnu parmi les millions de profils contenus dans le fichier des empreintes génétiques. Tandis que l'enquête piétine, le crime fait la une des médias régionaux. Trois jours après la découverte du corps sans vie d'une femme de 51 ans à Échillé, en Charente-Maritime, l'enquête commence. Peu d'indices, pas de suspect pour le moment. L'émotion ici reste vive. Échillé est une tranquille bourgade de 3400 habitants où Catherine Gardère menait une vie discrète, entourée de fidèles amis, des proches, aujourd'hui très choqués. Une affaire si terrifiante que l'onde de choc se propage au-delà de la région. Si bien qu'une semaine après le crime, la France entière découvre le visage de Catherine. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, une marche blanche était organisée cet après-midi à Échillé à la mémoire de Catherine Gardère. Plusieurs centaines de personnes ont répondu présent. En tête de la marche, les proches de la victime, ainsi que la plupart de ses collègues et amis. On était pratiquement toutes là, très recueillies, très dignes, un peu à l'image de la famille de Catherine. Dans cette marche blanche, ce qui se dégageait, c'est une énorme émotion. Il y avait véritablement une communion autour de la famille Gardère, et c'était beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je vis un moment aussi profondément intense de dignité et de recueillement à la mémoire de cette dame d'Échillé qui nous manque cruellement. C'est très dur. Un rassemblement que les gendarmes surveillent à distance, en toute discrétion. Car selon eux, dans ce genre de crime, il est parfois arrivé que l'assassin se glisse au milieu de la foule. Mais ils ne remarquent rien ce jour-là de véritablement suspect. C'était assez bizarre parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Moi, j'en connaissais pas la moitié. J'avais pas mal d'amis qui étaient là autour de moi. Et on avait un peu peur que la personne soit là. Parce qu'on s'imagine un petit peu tout et n'importe quoi. La peur à ce moment-là... Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est qu'il y ait un détraqué, un criminel sexuel qui rôde dans la région et que ça recommence, que ça se représente. Et si le meurtrier venait à frapper à nouveau? Plus de 8 jours après la mort de Catherine Gardère, la psychose s'étend inexorablement à toute la région. Tout le monde se sentait concerné. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. On a peur pour nos filles, on a peur pour nos épouses, pour nos sœurs. Les gens ont pris conscience à ce moment-là que ça pouvait leur arriver. Des femmes étaient inquiètes de savoir qu'un tueur était dans la nature. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Et qu'on n'avait toujours pas arrêté. Il fallait trouver qui c'était assez rapidement. Malgré la pression qui s'installe, les gendarmes se heurtent à un obstacle. Cet ADN masculin, isolé sur la scène de crime, demeure inconnu. Alors ils décident de passer en revue toutes les hypothèses. Catherine Gardère aurait-elle été suivie à la sortie du travail? On constitue des équipes qui sont chargées de contacter toutes les personnes susceptibles de donner un renseignement pour essayer de recréer son emploi du temps. Et le soir, un gendarme m'a téléphoné en me demandant, voilà, votre collègue Catherine... Evelyne Pellerin, amie de Catherine. Je la revois très bien. Elle a fini son travail à 12h30 ce jour-là, comme toujours, très souriante, une petite rigolade avant de partir. Il est 15h lorsque Catherine quitte le laboratoire. Jusque-là, rien d'anormal. Par la suite, des voisins la voient regagner son domicile d'Échillé avant de le quitter un peu plus tard.
C'est un certain nombre de petits renseignements qui nous ont permis de dire qu'elle était partie aux alentours de 16 heures de chez elle, en tenue de marcheuse nordique avec ses 2 bâtons. Elle a pris donc le chemin pour pratiquer son sport de marche nordique. Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Et c'est un parcours habituel des époux Gardère. C'est donc sur ce trajet de quelques kilomètres qui longe le canal de la Bridoire que tout s'est joué. Pour les gendarmes, le scénario est le suivant. Catherine Gardère a été attaquée sur le chemin, puis traînée dans les bois pour y être violée et battue à mort. Le crime de rôdeur est désormais l'hypothèse numéro 1. On a imaginé effectivement une mauvaise rencontre avec Dieu sait qui. Lee Takedmit, avocat de la défense. Puisque, encore une fois, le fait que les empreintes génétiques n'aient pas matché posait une vraie difficulté aux enquêteurs. Ils n'avaient finalement absolument rien à quoi se rattacher au tout début. Impossible pour les gendarmes d'exploiter le seul indice dont ils disposent, ce fameux ADN masculin. Il leur faut donc prélever les profils génétiques de tous les hommes qui fréquentent les lieux. Cette enquête est tout simplement en train de changer de dimension. On se dit, on va faire catégorie par catégorie. Philippe Le Gall, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Donc déjà, faire des contrôles tous les jours sur le chemin. Tous les hommes sont entendus et prélevés. Les gens qui font du cheval, les gens qui font du vélo, les gens qui courent. Et je crois qu'il y en a une centaine qui ont été analysés, sans résultat. Les comparaisons ADN se multiplient, mais toujours rien. Les gendarmes en sont pourtant persuadés. La clé du mystère se trouve ici, quelque part autour du canal de la Bridoire. Bref, il y a véritablement des investigations un peu tous azimuts pour avancer, puisque l'objectif, on l'a bien compris, c'est de faire matcher l'ADN. Qu'un crime comme celui-ci puisse frapper à la porte de ces gens à la vie si paisible peut s'entendre, mais qu'on ne parvienne pas à mettre la main sur le criminel. Il y avait quand même une espèce d'ambiance très très lourde dans les parages à la suite de ce crime. Partout dans le secteur, la psychose monte encore d'un cran. Surtout parmi les joggeurs et les promeneurs présents chaque jour aux alentours du canal. C'est clair qu'on ne voit plus les choses de la même façon. On va dans des lieux sécurisés, mais pas n'importe où et surtout pas toute seule. Avant, je marchais beaucoup ou je courais dans la campagne. Dominique Torrent-Boiron, amie de Catherine. Maintenant, j'y vais plus du tout, je vais en ville. Je m'arrêterai pas de vivre, je cours régulièrement, je cours 3 fois par semaine, donc... Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. Après, oui, je fais attention. Je fais peut-être plus attention qu'avant, mais je continue ma vie et je m'arrêterai pas pour ça. La population doit se résigner à vivre dans l'angoisse. D'autant que l'enquête, elle, fait du surplace. Voilà 2 semaines déjà que Catherine a été tuée. C'est là qu'un témoin inespéré finit par se manifester. Il se souvient avoir remarqué quelque chose le jour du crime. Souvent, sur ce canal, il y a des pêcheurs, dont un qui indique aux gendarmes de façon explicite qu'il a bien vu une personne d'une 50aine d'années avec des bâtons de marche. Il va expliquer qu'il a vu Madame Gardère et qu'à un moment donné, un jeune pêcheur qui était au bord du canal l'aurait suivi. Un témoignage providentiel. Les enquêteurs tiennent enfin un début de piste. Ce jeune homme qui semblait suivre la victime. Mais par la suite, le témoin n'a rien noté de véritablement suspect. Et ce même pêcheur indique aux gendarmes qu'il a revu 3/4 d'heure après un jeune homme revenir donc sur ses pas, pêcher quelque temps, plier ensuite sa canne à pêche et repartir comme si de rien n'était.
Ah, il avait l'air tout à fait normal, oui. Il n'avait pas l'air perturbé, ni en train de courir, ni... Non. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Puisqu'il a repêché derrière avant de repartir d'où il était venu. Un détail interpelle les gendarmes. Le moment où ce jeune homme s'est absenté correspond très précisément à l'heure du crime. Aurait-il croisé la route de Catherine Gardère ? On a exploré beaucoup de pistes en pensant que c'était quelqu'un qui fréquentait ce bois-là. Et puis on se concentrait sur la fin, sur ce pêcheur. Donc évidemment, cet homme inconnu... Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Ce jeune homme devient immédiatement suspect numéro 1. Mais personne, malheureusement, n'a revu le suspect dans les parages depuis le meurtre. Un portrait robot est établi, car les gendarmes espèrent que quelqu'un va finir par l'identifier. On ratisse comme d'habitude, et on ne trouve rien dans un premier temps. Mais dans cette affaire, les gendarmes vont avoir une chance extraordinaire, qui d'un coup va permettre de faire avancer l'enquête, mais de manière considérable. L'ADN va finir par matcher. Nous avons maintenant un nom Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Correspondant à l'ADN prélevé sur le corps de la victime. C'est le coup de théâtre. Voilà presque un mois que cet ADN masculin restait inconnu. Et là, miracle, le fichier des empreintes génétiques livre une information cruciale. Ce profil appartient à un habitant de la région, un certain Jérémy Tiberghien. Ce qui est dingue dans cette affaire, c'est la raison pour laquelle l'ADN de Jérémy Tiberghien est rentré dans le fichier. Ça n'a strictement rien à voir avec le décès de Madame Gardère. Lee Takedmit, avocat de la défense. C'est uniquement en lien avec des faits de violence conjugale pour lesquels une plainte avait été déposée contre lui. Les enquêteurs chargés du dossier Gardère n'en reviennent pas. L'ADN de ce Jérémy Tiberghien vient tout juste d'être intégré au fichier. Il lui a été prélevé dans une affaire de coups et blessures. Quant à son signalement, il colle parfaitement avec le portrait robot. Il correspond aux descriptions qu'en ont fait les 3 pêcheurs qui avaient vu cette espèce de garçon traîner dans le coin. Environ 25 ans, pêcheur, donc il entrait dans le profil du jeune homme qui suivait Madame Gardère. Toute cette histoire a basculé 4 jours seulement après le meurtre de Catherine. Visé par une plainte de son ex-compagne pour des violences, Jérémy Tiberghien était convoqué ce jour-là par les gendarmes de l'Héron. Cette île de Charente-Maritime est située à quelques kilomètres d'Échillais. Et donc, il décide d'auditionner Jérémy Tiberghien pour qu'il soit entendu sur cette affaire concernant son ancienne petite amie. Et un prélèvement ADN est effectué. Il y a un don du ciel, c'est-à-dire que Jérémy qui vient, qui est convoqué par la brigade de gendarmerie. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. Pour toute autre chose, accepte le prélèvement ADN sur lui. Ayant donné son ADN et dans l'attente de son procès pour violence conjugale, il est remis en liberté, mais pas pour très longtemps. Car du côté de l'enquête criminelle, les gendarmes savent qu'il s'agit là d'une avancée décisive. Et puis, le profil de ce Jérémy Tiberghien a de quoi les intriguer. On a fait ce qu'on appelle son curriculum vitae, donc son environnement auprès de
des personnes qu'il a fréquentées, de la famille, des amis, du travail. C'est un très jeune homme, d'une vingtaine d'années. Un jeune homme sans histoire réellement particulière sur le plan judiciaire, j'entends. Donc on sait qu'il travaille dans un centre hippique à côté de la Tremblade. Philippe Le Gall, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Donc il vit juste à côté du canal. Un suspect qui réside à 2 pas des lieux du crime, ses témoins qui le reconnaissent formellement, et surtout, cet ADN qui le désigne comme possible meurtrier. L'enquête connaît un brusque coup d'accélérateur. Jérémy Tiberghien est interpellé par la gendarmerie. Arrestation hier matin d'un homme soupçonné du meurtre d'une randonneuse dont le corps avait été retrouvé il y a un mois. Suite de l'affaire du meurtre de la marcheuse d'Échillé en Charente-Maritime, un suspect arrêté hier matin est toujours en garde à vue. 21 novembre 2014, 6 semaines après le meurtre. Comme toute l'opinion publique, la famille de Catherine Gardère découvre le nom et le visage de Jérémy Tiberghien. Et là, ce qui m'a choqué, c'est son âge. Je me suis dit, 22 ans... Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. Il est plus jeune que moi. Là, je comprends pas. Là. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs prennent beaucoup de pincettes. Ils nous disent pas ce qu'il dit. On sait juste qu'il est en garde à vue. On cherche des informations, mais on n'en a pas trop. Section de recherche de la gendarmerie de Poitiers. Jérémy Tiberghien est interrogé depuis 24 heures par les enquêteurs. Jusque-là, rien ne filtre de ses auditions. D'autant que le suspect l'affirme, il ne sait rien sur la mort de Catherine Gardère. Au départ, il nous dit qu'il ne sait pas pourquoi on l'interpelle et tout, donc on attaque les faits. Il nous dit qu'effectivement, il a été pêché, qu'il a croisé personne. Donc il pêchait bien au canal de la Bridoire, mais à l'opposé de l'endroit où Madame Gardère a été trouvée. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Qu'il n'a jamais mis les pieds dans le bois du Chai. Je ne sais pas exactement pourquoi vous me posez ces questions et pourquoi vous m'interrogez sur ce crime. Je suis complètement étranger à cette histoire. Pourtant, les témoins sont tous formels. C'est bien lui qu'ils ont vu pénétrer dans ce bois alors qu'il emboîtait le pas de la future victime. Sans relâche, les gendarmes continuent de l'interroger sur cet après-midi où il prétend ne s'être adonné qu'à 2 activités, la promenade et la pêche. Mais progressivement, le jeune homme commence à vaciller. Il est pas bête, Jérémy. Il comprend vite les choses. Il reconnaît donc à minima, il est obligé de reconnaître qu'il était sur place. Mais il va falloir des heures et des heures... Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. ...aux enquêteurs pour le mettre devant la preuve, l'évidence. On a ton ADN. Les gendarmes abattent leur carte maîtresse. Son ADN a été trouvé sur la victime. Un élément déterminant qui achève de déstabiliser le suspect. Donc il est quand même assez perturbé pendant l'audition parce qu'il se met beaucoup à sangloter. Effectivement, lorsqu'il va être confronté à des éléments qui sont des éléments importants du dossier. Lee Takedmit, avocat de la défense. Contre lesquels il est compliqué de se battre, il va finir par reconnaître être l'auteur de ce crime. Les gendarmes tiennent enfin des aveux. Mais que s'est-il vraiment passé cette fameuse après-midi? Voilà le récit que Jérémy en fait. Il explique être arrivé sur place, près du canal, avec sa canne à pêche. Très vite, il croise quelqu'un qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une femme, âgée d'une 50aine d'années. Ce qu'il va expliquer, c'est qu'effectivement, il voit cette femme passer.
et que pour une raison qu'il ne parvient pas à s'expliquer, il va décider de la suivre. Il indique qu'il s'est mis à courir. Charles-Emmanuel Andro, avocat des parties civiles. Et arrivé à sa hauteur, il lui a asséné un très violent coup de poing sur la tête. Celle-ci tombe au sol et il y a une flaque de sang qui apparaît immédiatement. Sous la violence du coup, la mère de famille tombe inconsciente. À partir de là, son agresseur raconte l'avoir traînée hors du chemin pour se mettre à l'abri des regards. Il la tire dans le bois, il lui met des coups de pied dans la figure, sur le corps et tout. Il la positionne sur le ventre, il la retourne, la déshabille, se met sur elle et la viole, quoi. Il va décrire la scène de viol, qui est terrible. Hein. On est face à, on est face à une scène vraiment bestiale. La scène dure, on ne sait pas combien de temps. Face aux gendarmes, Jérémy Tiberghien ne met aucun détail de la scène. Sa confession se fait de plus en plus glaçante. Il va de nouveau la frapper. Et il va la frapper jusqu'au-delà de l'inconscience, puisque lui-même va le dire, il va dire, elle n'était pas morte, mais c'est comme si je l'avais laissée pour morte. Catherine Gardère ne reprendra jamais connaissance. Son corps sans vie sera découvert le lendemain matin, au pied d'un arbre. Pourquoi un tel déchaînement de violences meurtrières? Alors que le suspect vient de passer aux aveux, le procureur de la République fait une déclaration officielle. Le mis en cause évoque à cette heure une pulsion et dit ne pas comprendre le pourquoi de son crime, dont la motivation paraît d'emblée de nature sexuelle. Il a également indiqué qu'il avait agi seul, ce qu'aucun élément de l'enquête ne permet d'infirmer. 24 novembre 2014. Jérémy Tiberghien est placé en détention provisoire. Après des semaines d'angoisse et d'incompréhension, les proches de Catherine Gardère commençaient à perdre espoir. Ça a été à la fois un soulagement. Michel Gaillot, ancien maire d'Échillais. Et en même temps, un nouvel effroi de savoir que c'était un jeune qui avait commis ce crime dans ce bois. J'étais bien contente qu'on ait pu le retrouver. Dominique Torrent-Boiron, ami de Catherine. Parce que j'avais peur dès le départ que ça reste un crime pas élucidé, quoi. J'ai eu tout de suite le réflexe de chercher sur Facebook. Evelyne Pellerin, amie de Catherine. Et c'est là que j'ai découvert, oui, un jeune homme ordinaire, totalement ordinaire. Il n'a rien de particulier. Le meurtre de Catherine Gardère est élucidé. Pour autant, certaines interrogations restent sans réponse quant à Jérémy Tiberghien. Qui se cache derrière ce jeune homme, a priori sans histoire? Pourquoi a-t-il commis un meurtre d'une telle sauvagerie? Son profil sur le plan social, familial, est assez décalé par rapport au crime qu'on a constaté lorsqu'on a retrouvé le corps de Mme Gardère. On comprend pas comment ce gamin de 22 ans peut avoir pété un plomb à ce point-là, quoi. Alors donc, on va commencer à faire l'entourage. Enfance, famille, relations, tout dans son existence est passé au crible par les enquêteurs. Une histoire presque banale, quoique marquée par un parcours familial chaotique. Son histoire de vie commence de manière particulière. Catherine Amédreau, expert psychologue. Sa mère tombe enceinte,
Elle part à La Réunion, il naît à La Réunion dans le secret du père, donc le père n'est pas au courant. D'ailleurs, il se sent plutôt miséreux malgré tout, hein. Miséreux, laissé pour compte. Il n'est pas très sociable, il n'a pas de potes, il n'a pas de copains. Il fait un peu attention à lui, il aime bien se coiffer. On le voit hein, sur les photos, il fait un peu gaffe à son apparence physique pour finalement pratiquer la seule activité qu'on lui connaisse, c'est-à-dire draguer des filles. Jérémy arrive en métropole à l'âge adulte pour chercher du travail. C'est là qu'il noue plusieurs histoires sentimentales avec des jeunes femmes. Toutes sont interrogées et toutes dressent le même portrait de lui. Le rapport à la femme est un rapport tendu, de conflit, de rivalité. Toutes les copines qui ont eu affaire à Jérémy Tiberghien. Christophe Gauthier, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Ont eu affaire à un homme violent qui, dès qu'il était contrarié, devenait violent avec ses copines, voire très très violent. Interrogé par le juge d'instruction, Jérémy Tiberghien ne peut que reconnaître ses accès de violence, tout en les justifiant par ce qu'il aurait vécu dans son enfance. On comprend très très vite qu'il y a un grand vide intérieur, il y a des manques qui sont là. Il laisse comprendre qu'il a reçu de nombreux coups. Des témoins viendront l'attester. Jérémy était bien un enfant battu. D'après lui, c'est même là qu'il faut chercher les raisons de son déchaînement de violence. D'ailleurs, concernant le meurtre lui-même, il décide de livrer une nouvelle version des faits. Il dit pareil qu'il suit Madame Gardère. Philippe Le Gall, sous-officier de gendarmerie à Poitiers. Mais qu'une fois qu'il arrive derrière elle, c'est elle qui se retourne et qui lui donne un coup de bâton. Celle-ci est prise par une espèce de mouvement de sursaut, probablement par la peur, et que c'est ce coup porté avec le bâton qui va déchaîner sa fureur. Face au magistrat, Jérémy Tiberghien est catégorique. Il n'aurait fait que répondre à cette supposée agression par la violence jusqu'à commettre l'irréparable. Et du coup, je me suis énervé. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Et je suis allé trop loin. Je l'ai laissée pour morte. Pour lui, c'est... Alors je vais exagérer, mais entre guillemets, la légitime défense, quoi. Un acte qui, selon lui, donc, s'apparenterait à de la légitime défense. Et quand le jeune homme est questionné sur l'extrême violence du crime, il avance là encore une explication. J'ai dû sortir de moi-même pour commettre cet acte. Franck Dupuis, avocat des parties civiles. Donc c'est pas vraiment moi. Moi, je suis pas comme ça. Ou si je l'ai été à ce moment-là, ça s'explique par les traumatismes. Et qu'on le veuille ou non, c'est un môme qui a été cassé par la vie, qui a été cassé par l'éducation qu'il n'a pas reçue comme il aurait dû la recevoir. Il va du coup inverser son système de défense et dire « mais je n'ai rendu que la violence que j'ai subie ». Alors, les jurés de la cour d'assises lui accorderont-ils, lui ou non, des circonstances atténuantes ? Tribunal de Saintes, en Charente-Maritime, 4 septembre 2017. 3 ans ont passé depuis la mort de Catherine Gardère. Sa famille, ses voisins d'Échillé, ses amis du travail sont là, au grand complet. Face à eux, Jérémy Tiberghien, 25 ans, seul dans le box des accusés. J'y vais pour voir quelle personnalité et qui a pu faire ça. Clotilde Gardère, fille aînée de Catherine. En me disant, bon bah de toute façon, ça la ramènera pas. Donc après le pourquoi... Je voulais savoir justement dans quelles circonstances exactement. Evelyne Pellerin, amie de Catherine. Elle avait été tuée pour savoir en fait ce qu'elle avait vécu. Et moi je venais chercher ma réponse. L'accusé sait qu'il risque gros. Jusqu'à 30 ans de prison pour viol et homicide volontaire.
Au premier jour d'audience, tout le monde se presse pour voir le dangereux tueur du canal. Il baisse les yeux tout le temps. Il baisse les yeux, il est très effacé, il parle pas beaucoup. Il s'exprime pas trop. Je pense qu'il se rend pas compte de ce qu'il a fait en fait à ce moment-là. Il y a un côté tout à fait singulier dans son comportement. Charles-Emmanuel Andreau, avocat des parties civiles. Qui est extrêmement blessant pour les victimes parce qu'il n'y a pas d'affect. C'est vraiment la froideur du serpent. Il n'y a pas de bonne attitude à avoir. Si vous présentez des excuses, on va dire que c'est calculé pour essayer d'apitoyer les parties civiles et d'obtenir un jugement de leur part qui serait moins sévère. Lee Takedmit, avocat de la défense. Et par effet miroir, un jugement de la cour d'assises qui le serait également. C'est là que son avocat tente le tout pour le tout. Il invoque tout d'abord son passé d'enfant battu, mais surtout, son client, dit-il, a des révélations à faire sur un autre traumatisme. Il prétend avoir été violé par une personne alors qu'il avait 5 ans sur le chemin de l'école à La Réunion. Et donc, il considère que ce viol est finalement l'explication à la mort de Catherine. Une histoire impossible à vérifier. Mais le procès peut être en train de basculer. Cette ligne de défense provoque la stupeur sur le banc des parties civiles. Ça me met en colère parce que... Dominique Torrent-Boiron, ami de Catherine. À chaque fois, on essaie de donner des excuses. Une enfance difficile n'est pas une excuse pour moi. Toutes sortes d'excuses parce qu'on aurait eu un père violent. Michel Gaillot, ancien maire d'Échillais. Que l'on aura vécu des sévices sexuels, qu'on connaît presque ses arguments par cœur. Ce que j'ai entendu ne m'explique absolument pas l'horreur de ce qu'il a fait. Un crime d'une extrême violence que les jurés de la cour d'assises gardent à l'esprit. En particulier, lorsque Emma et Clotilde, les 2 filles de Catherine, s'avancent à la barre. Elles ont parlé de leur mère, la larme à l'œil, comme étant, voilà, maman, c'était ça, c'était. Et déjà, parler de leur mère au passé, c'est quelque chose qui était bouleversant. Et je pense que le message est bien passé dans l'esprit des jurés, où ils ont bien compris ce que c'était qu'une maman qui disparaissait dans ces conditions, et que le quotidien en était complètement bouleversé. On vit différemment en fait. Ça a été difficile. Ça a été très difficile au tout début pour reprendre des repères en fait, parce que tout change. Et c'est vrai qu'à la maison, au lieu de 4, on est 3 et quand on rentre, c'est plus pareil. C'est différent. Des paroles qui résonnent encore lorsque Jérémy Tiberghien se lève. Dans un silence de mort, il s'adresse une dernière fois à la famille de sa victime. Il fait des excuses à demi-mot. Mais il ne regarde pas, il n'ose pas, donc il s'excuse rapidement à la fin, à demi-mot. Les jurés seront-ils plus sensibles aux arguments de l'accusé ou aux témoignages si émouvants des filles de la victime? Après 3 jours d'audience, le verdict tombe. Jérémy Tiberghien est condamné à la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle. Aucune circonstance atténuante ne lui est accordée. Une peine confirmée lors de son procès en appel. Aujourd'hui, à Échillais, même si la justice est passée, les cicatrices sont toujours là. Malgré les années qui ont défilé, le souvenir de Catherine hante encore toutes ses amies, restées inconsolables. C'est vrai qu'on l'a dit avec les collègues, il y a un avant et un après. Parce qu'à l'époque, on était une équipe très soudée et oui, ça nous manque parce qu'on riait beaucoup avec elle.
On a tellement bien ri ensemble que oui, je ne peux pas penser au laboratoire sans elle. Pour moi, à la limite, elle est toujours vivante. Même sentiment dans l'entourage de Catherine Gardère. Pour Clotilde, sa fille aînée, comme pour toute sa famille, il est difficile de tourner véritablement la page de cette tragédie. Je sais pas si j'ai fait mon deuil ou pas. Je sais pas, c'est compliqué de dire comment on fait son deuil en fait. J'en sais rien, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment on fait. Je me dis juste qu'elle est plus là pour toutes les étapes qui nous restent à vivre, mais après je sais pas si j'ai fait mon deuil. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.